Nous allons toucher 3 grands sujets ce soir. La Côte d'Ivoire avec ce cadeau de 25 millions de francs CFA qui aurait été donné à Simone Gbagbo et cela suscite la polémique dans le pays. On va parler du Gabon. La Cour pénale internationale n'ouvrira pas d'enquête sur la crise post-électorale de 2016. Et puis l'Italie, le gouvernement qui adopte les mesures anti-migrants de Matteo Salvini. Je reçois pour évoquer ces sujets Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître Sosa, bonsoir. Bonsoir, Samuel Nioui. Nous allons évoquer d'abord le cas de la Côte d'Ivoire. Nouveau revers pour le média Jeune Afrique qui a, dans une parution, rapporté que l'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo a été cadotée de 25 millions de francs CFA par le gouvernement. Après sa libération, cette somme serait destinée, selon les informations véhiculées par Jeune Afrique, auprès de la présidence de la République, à l'achat d'un véhicule de type 4x4. D'autres avantages seraient accordés à l'épouse de Laurent Gbagbo, mais l'information n'est pas véridique, a réagi donc le directeur de cabinet de l'ex-première dame ivoirienne. Alors, Maître Sosa, ce genre d'information portée par un média d'envergure continentale ou même mondiale, on peut dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un fond de vérité qu'on peut retrouver là-dedans? Pourquoi? À cause de la source? Non. C'est pas la source qui confirme l'information. La source est peut-être fiable en général, mais elle ne confirme pas l'information. Parce que ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que le gouvernement ivoirien n'a rien dit. Oui. Il s'agirait d'une somme d'argent qui aurait été allouée par le gouvernement. Alors si c'est officiel, pourquoi on devrait en faire une polémique? Si c'est officiel, c'est certainement parce que Mme Gbagbo l'a mérité, parce que après avoir été amnistiée, elle redevient quoi? Citoyen ordinaire, mais dans sa position avec le statut d'ex-première dame. Et les ex-premières dames bénéficient d'un traitement qui est réglementé et qui est budgétisé au niveau de la présidence ou du ministère du budget, en tout cas. Alors, si c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas un avantage. Ce ne sont que ses droits dans lesquels elle est totalement rétablie. Donc, je ne comprends même pas qu'on en fasse une histoire. Et le démenti me fait penser que peut-être on veut instrumentaliser l'affaire. On a honte d'avoir pris 25 millions de francs pour quelqu'un qui a été emprisonné pendant 7 ans. Qui a été privé de ses droits et à qui on est en train de les rétablir, c'est rien du tout. C'est une peccadille. Alors, si on nous avait dit que c'était 2 milliards de francs, peut-être que on trouverait à redire et à faire polémique. Mais 25 millions de francs, si c'est pour l'achat d'un véhicule, elle le mérite en tant que ex-première dame. Je ne comprends même pas qu'on en fasse une histoire. Maintenant, si c'est faux, alors c'est complètement faux. Il y a un démenti suffit. Mais le gouvernement peut dire non, c'est faux. Mais là, on a l'impression que le gouvernement, par son silence, se joue aussi de l'affaire. Donc, nous sommes des gentils, nous l'avons amnistié, maintenant nous lui servons un traitement, mais qui est peut-être fictif. Alors, que le gouvernement clarifie la situation, oui, c'est une ex-première dame. En tant que première dame, elle a droit à certains avantages, à un niveau de vie garanti par l'État, et puis c'est tout. Je ne comprends même pas qu'on en fasse une histoire. Mais là, c'est le cabinet de l'ex-première dame qui réagit et trouve que l'information n'est pas véridique. Mais on sait aussi que dans ces genres de milieux, quand ces médias publient cela, c'est qu'il y a eu des informations qui ont été livrées. Et c'est pour ça que je dis info ou intox. Si c'est le gouvernement qui a fait fuiter alors que c'est faux, le gouvernement de rétablir la vérité en disant mais non, pas du tout, ce n'était pas notre intention et ça n'a jamais existé. Ou oui, nous l'avons fait parce qu'il y a droit. Point. C'est pas un petit privilège qu'on est allé lui donner de façon indue. Non. En tant que première dame, ex-première dame, elle a droit à un traitement garanti par l'État. Point. Alors que ce traitement-là soit servi et puis qu'on n'en parle plus. Mais on sent aussi peut-être une certaine gêne au niveau de Simone Gbagbo, de son cabinet, parce qu'elle est en opposition à Alassane Ouattara, une opposition véhémente. Elle a beau être en opposition. Vous savez quoi? C'est ça ce qui me paraît signer un état de droit. C'est justement ça qu'on le reconnaît.
Bon, vous avez été président. Oui. Vous avez des traitements pendant que vous êtes en fonction. Votre conjoint aussi, à des égards, on va dire, républicains, à cause de son statut d'épouse de président. D'accord ? Maintenant, vous n'êtes plus président. Si c'est votre opposant le plus farouche qui devient président à votre place, il doit vous garantir, dans le statut qui est désormais le vôtre, d'ancien chef d'État, tous les droits qui y sont attachés. Tous les droits et privilèges. Il doit les garantir. Et si votre épouse a également un statut protégé, ce statut doit également être garanti. Et c'est là, à ça qu'on reconnaît un état de droit. Donc même si elle est l'opposante la plus virulente à Alassane Ouattara, son statut d'ancienne première dame n'a pas disparu. Et c'est uniquement ce statut-là qui est protégé. C'est ça l'état de droit. Voyez ? Et aujourd'hui, elle est amnistiée. Parce qu'elle est amnistiée, elle recouvre la totalité de ses droits. Donc les privilèges qui sont liés à son statut d'ancienne première dame doivent être totalement restitués. On est là dans un schéma classique, paradigmatique de l'état de droit. C'est tout. Donc c'est une invite au gouvernement à clarifier, par exemple, absolument. Le traitement. Il faut sortir de l'officieux. Voilà, il faut sortir de l'officieux. Parce qu'on a entendu dire, par Jeune Afrique encore, que Madame Bédier, maintenant, se fait tailler les rapières parce que son mari a pris des positions qui déplaisent au régime en face. Parce que, bon, il est en train d'atomiser le RHDP. Donc, comme son mari se comporte mal, désormais, elle doit payer ses billets d'avion, etc. Alors que avant, c'était l'État qui prenait en charge ces dépenses-là. Eh bien, ça, c'est mauvais. Donc, on ne peut pas jouer là-dessus. On ne peut pas avoir des traitements à géométrie variable parce que on est pour ou on est contre. Non. Il faut absolument constitutionnaliser cela. Je crois qu'au moins comme ça, on aura la paix véritable et on va construire de véritables démocraties. Mais on est aussi sur un continent et dans des pays, surtout les pays de l'Afrique subsaharienne, où on a l'impression que même quand vous méritez cela, de par le statut et les fonctions que vous avez occupées, c'est comme un cadeau que vous fait. Oui, c'est ça, c'est qu'on a trop présidentialisé les choses. Alors, pour la moindre petite chose, on va dire, le président de la République a offert une ambulance à tel hôpital. Non, un président de la République n'offre pas des ambulances à des hôpitaux. C'est le budget de l'État qui doit faire ça. Et si le président est généreux, c'est pas au service public qui doit faire des cadeaux. Il doit le faire peut-être à un dispensaire privé construit par une ONG en disant pour vous aider, vous encourager, je vous donne ça, mais sur mes propres deniers. Bon, voilà, et qu'on vérifie la source de la dépense. Oui, là on est dans un schéma beaucoup plus acceptable et beaucoup plus digne. Mais si c'est pour venir dire allez, tout doit dépendre du président et de sa volonté, non. C'est pour ça que je dis il faut constitutionnaliser. C'est-à-dire que on doit faire en sorte que les ex-chefs d'État aient un statut protégés par la Constitution de nos États. Mais bon, les gondouanaiseries habituelles nous font sortir du schéma normal et on a à assister à ce genre de polémique. Mais quand on voit quand même Simone Gbagbo à travers son cabinet qui dément, est-ce que ça veut dire que Simone Gbagbo dit « Je n'ai pas de traitement en tant qu'ex-première dame ». C'est ce que cela voudrait dire? Écoutez, elle a été libérée depuis à peine 6 semaines. Mais il faut laisser le temps aussi aux choses de se mettre en place. Parce qu'elle est partie d'un statut d'ex-prisonnière au statut d'ex-première dame en voie de recouvrement de son statut. Et donc il faut laisser les choses s'établir. Bon, si, donc, dans cet intervalle, on a pensé bien faire en allant lui donner, en attendant que les choses soient complètement mises en place, parce que il faut qu'elle donne un compte bancaire. On peut imaginer que pendant 7 ans, elle n'a pas eu accès à des comptes bancaires, qu'on a bloqué ses avoirs et qu'on a tout gelé. Bon, maintenant, on est en train de lui restituer des choses. Sur quel compte bancaire on va faire vos virements, etc. Quels sont les services de l'État qui vont le faire? Mais tout ça doit se remettre en place. Elle doit peut-être aussi remplir des documents officiels, administratifs. Mais en attendant, en tant qu'ex-première dame, elle a besoin d'assurer ses déplacements. Et il n'est pas malséant de la part d'un État de dire, bon, en attendant que les choses se normalisent, on vous donne cette enveloppe, elle est peut-être officieuse, mais bon, sachez que c'est pas un cadeau empoisonné qu'on vous fait
de façon indue. Bon, c'est tout. Et puis bon, qu'on n'en parle plus. Un mot de communiquer en une phrase, on a réglé ce problème-là. Moi, je suis très étonné de l'émoi que ça provoque. On a donné 25 millions à Simone Gbagbo, mais attendez, elle en mérite 10 fois, 20 fois plus, si on devait respecter totalement ses droits. On passe au second sujet maintenant, c'est le Gabon. Je le disais, la Cour pénale internationale n'engagera pas de procédure judiciaire sur les violations post-électorales survenues en 2016 dans le pays, marquées par des morts et des arrestations. La procureure de la CPI a annoncé vendredi soir que la Cour n'ouvrirait pas d'enquête sur ces crimes présumés au sujet desquels un examen préliminaire avait été ouvert il y a 2 ans, selon les arguments avancée par la procureure de la CPI. Eh bien, à l'issue de l'examen, elle estime qu'à ce stade, les conditions juridiques justifiant l'ouverture d'une enquête sur la situation en République gabonaise n'étaient pas remplies. Finalement, la Cour est dans son rôle, selon vous? Oui, totalement. Elle est dans son rôle parce qu'elle n'a pas trouvé de quoi qualifier un crime contre l'humanité. Qui est susceptible seulement de justifier des actions qu'elle pourrait mener. Donc oui, elle est dans son rôle, je suis totalement d'accord. Mais ce qui m'étonne là-dedans, c'est quand même, on nous dit que le gouvernement se réjouit de cette décision. Or, il vous souvient que le gouvernement lui aussi a saisi la Cour pour poursuivre ses opposants. Donc il est content que la Cour dise non, il n'y a pas de crime contre l'humanité. Donc que la Cour dise, vous aussi, vous avez mal jugé, vous êtes engagé dans une voie qui ne devrait pas être la bonne. Donc finalement, la Cour a renvoyé dos à dos et l'opposition et le régime au pouvoir au Gabon. Il n'y a pas de quoi se réjouir pour autant. Hein, parce que là, c'est vraiment l'instrumentalisation de la Cour pénale internationale, justement. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'on a des problèmes politiques qu'on ne sait pas régler, et on va finalement brandir l'épouvantail de la Cour pénale internationale. Elle a bien fait de dire non, je ne veux pas jouer à ce jeu-là, et elle a bien fait aussi de dire ça n'enlève rien à la gravité des faits. Parce que bon, les faits sont graves, mais c'est à vous-même de les régler, de les juger. Sauf que ceux qui ont été les plus victimes dans cette affaire, ce sont les opposants. Donc le régime en place ne va jamais s'auto-poursuivre. On est d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle les opposants, eux, doivent être déçus que la Cour pénale internationale n'ait pas suivi leur démarche en allant chercher de quoi condamner le gouvernement gabonais. Bon, Mais là, il y a quand même quelque chose qui laisse songeur, c'est de savoir quel seuil il faut atteindre, quel seuil de violence, de crime faut-il atteindre pour que la CPI daigne dire oui, je vais m'intéresser à ce cas. Il faudra poser la question à Mme Bensouda. D'accord ? Parce que on l'a vu, le traitement est très inégal. On a l'impression d'être parfois dans un schéma purement subjectif, parce qu'on ne voit pas pourquoi, dans certains endroits, on va très vite, on poursuit, on arrête même. On arrête avant d'avoir eu la confirmation que les faits se sont produits réellement. Suivez mon regard, on parlait de Gbagbo tout à l'heure. Voilà. On a fait une première audience, ça c'est quand même inédit dans l'histoire de la justice mondiale. Parce que là, on est dans la justice mondiale, système judiciaire mondial. Audience de confirmation de charges, les charges n'étaient pas confirmées. Mais on a donné un rab à l'accusation pour aller rechercher encore les éléments à charge. Exceptionnel. Et on a quand même maintenu en détention. Alors on a d'autres endroits où c'est un boulevard. On a déjà plein de cadavres qui sont alignés, mais bon, on sait même qui sont les responsables, mais on n'a pas de quoi poursuivre. C'est mon regard. Voilà. Et on va vous dire, ben non, mais eux n'ont pas signé le traité de Rome. Vous comprenez, et quand les États-Unis menacent, justement, quiconque ose même s'en prendre à eux et à Israël, en Palestine, il y a plein de choses, des crimes contre l'humanité quotidiens qui sont en train de se commettre. Mais bon,
C'est pas assez pour poursuivre, parce qu'on n'a pas les moyens de poursuivre Israël. Mais si on avait trouvé au Gabon, rassurez-vous, hein, il l'aurait fait. Oui. Mais derrière de moi, il l'aurait fait. Mais simplement parce que ce dossier n'était pas complètement structuré pour donner prise à une poursuite crédible, et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'abandonner. Mais la procureure prévient, l'examen préliminaire est susceptible d'être rouvert si des faits nouveaux ou de nouvelles informations justifient de réexaminer les conclusions rendues par mon bureau. Bon, des faits nouveaux, écoutez, je pense que malheureusement, hein, la chronique de la tragédie post-électorale au Gabon a été suffisamment documentée. Chacun sait ce qui s'est passé. Bon, peut-être qu'elle a en ligne les prochaines législatives qui pourraient donner lieu à de nouvelles violences post-électorales. Donc, alors, nous viendrons au secours des victimes lorsqu'il y aura de nouveaux massacres et de nouvelles victimes. Non, il y a des victimes qui sont là, actuelles, et c'est à vous de qualifier. Bon, moi, je n'ai pas tous les éléments pour dire qu'il y a crime contre l'humanité, mais à eux de dire s'il y a crime contre l'humanité ou pas. S'ils disent non, c'est peut-être qu'ils n'ont pas trouvé. Il arrive qu'ils fassent bien leur travail aussi, ces gens-là. C'est pas toujours qu'ils ont tort. Hein. Ça arrive. C'est de plus en plus rare, mais ça arrive. Mais là, la CPI confirme quand même qu'elle est une justice à double vitesse. Mais totalement, c'est pour ça que je vous dis. Mais parfois, c'est totalement subjectif. Parfois, ça dépend de la sensibilité et du zèle du parquet de la CPI. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça veut dire que la justice internationale n'est pas mieux que les justices nationales qu'on décrit. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il faut bien se rendre compte qu'elle est totalement inutile. Celle-là est totalement inutile, parce qu'elle devait servir d'épouvantail pour les chefs d'État africains qui s'en foutent complètement, finalement. Parce que il n'y a que nous qui avons signé. Hein. On a signé massivement, on est content, etc. Et puis finalement, on se rend compte que non, mais quand ça se retourne contre nous, on n'est pas d'accord. Non, mais écoutez... Exemple, Côte d'Ivoire. Il y a 2 camps, on a poursuivi dans un camp, et dans l'autre, on n'y va pas du tout. Alors que les mêmes faits devraient donner lieu aux mêmes poursuites, mais on a décidé de disséquer, de ségréguer entre ce qu'on poursuit et ce qu'on ne poursuit pas. On joue effectivement un jeu politique, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas être d'accord. On a en tout cas des raisons de ne pas être d'accord. Troisième sujet, c'est l'Italie à présent. Le gouvernement italien a adopté lundi une série de mesures draconiennes promises par l'extrême droite pour renforcer la sécurité et limiter l'immigration clandestine malgré de fortes résistances internes et externes. C'est un pas en avant pour rendre l'Italie plus sûre, pour combattre avec plus de force les mafieux et les passeurs, pour réduire les coûts d'une immigration exagérée, pour expulser plus rapidement les délinquants et les faux demandeurs d'asile, pour révoquer la citoyenneté aux terroristes, pour donner plus de pouvoir aux forces de l'ordre, s'est réjoui le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Aujourd'hui, véritablement, l'Italie a pris un virage à droite. Extrêmement à droite, j'allais dire. Oui, après un virage extrêmement à droite, ou à droite extrême, si vous voulez. Oui, aujourd'hui, clairement, on est en train de nous dire que quand vous êtes immigré, vous êtes un délinquant. C'est même pas potentiel. Parce que le simple fait d'avoir migré fait de vous quelqu'un qui est dangereux pour la paix et la sécurité de l'Italie. Parce que le fait d'avoir fait l'association entre immigration et sécurité désigne à la vindicte et renvoie dans le subconscient collectif des Italiens que quand on est immigré, on est une menace pour la sécurité de l'Italie. C'est dommage, mais c'est une tendance qui se vérifie de plus en plus en Europe. C'est ce qui est inquiétant. Et aussi aux États-Unis, parce que M. Trump n'est pas loin de cette mentalité. Mais c'est inquiétant. Oui, mais c'est inquiétant. Mais le monde est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est ce qui pousse ces gens à vouloir aller en Italie ou ailleurs. C'est ça qui est le plus inquiétant. Alors, si vous voulez, on est d'accord de laisser le chaos s'installer chez eux, mais il faut absolument qu'ils aillent nulle part. Mais quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale en Europe, les Européens ont fui massivement pour aller en Amérique du Nord. La famine a fait partir des millions d'Irlandais et d'Italiens, aux États-Unis aussi.
Et c'est vrai, ils n'étaient pas toujours bien traités par les lois anti-migration. Bon, on est dans un schéma qui est continuel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. On est toujours l'immigré de quelqu'un. Bon, la chose serait, elle est choquante, venue de l'Italie, si on n'a pas vu d'autres exemples en Afrique même, où, vous savez, quand vous avez beau être africain, si vous êtes subsaharien, si vous allez au Maghreb, le traitement qui vous est réservé n'est pas bien meilleur. Il n'est pas plus louable. Vous voyez ? Et on a vu des Gabonais moins hospitaliers avec des Ivoiriens ou des Béninois qu'ils ne l'ont été avec des Français. Donc, vous voyez, c'est le monde qui est comme ça. Il est comme ça. Vous voyez ? Bon, il ne faut pas être dans le camp du plus faible. Quand vous êtes dans le camp du plus faible, on vous écrase, on vous maltraite. C'est tout ce qui se passe. Mais ce qui est dramatique quand même avec l'extrême droite, c'est qu'on a l'impression que pour si j'allais dire, ce courant politique, le problème, c'est toujours les autres, ceux qui sont venus d'ailleurs. Mais c'est ce qui fait leur justification. Eux, ils veulent être entre eux. Pour eux, l'Europe, elle est blanche. Ce qui n'est pas blanc n'est pas européen. Il y a même ce concept. Vous voyez, je l'ai trouvé dans un dossier criminel en Suisse où on parlait de gens qui sont français, non européens. Oui, ils sont français, juridiquement oui. Bon, maintenant, est-ce que anthropologiquement ils vont dire qu'ils sont européens? Non. Bon, voilà. Donc, c'est des subtilités, c'est des façons de dire, non, vous n'êtes pas totalement comme nous, et nous voulons être nous parmi nous. Bon, moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai rien contre. Ils ont le droit. À nous de savoir aussi, parfois, de temps en temps, reconnaître qui nous sommes et le défendre. Nous ne savons pas le faire. On va trop demander des choses aux autres. C'est pour ça qu'ils nous écrasent et qu'ils nous crachent dessus. C'est tout. Mais la tendance que ce soit Matteo Salvini, Giuseppe Conte, tout cela, a rapporté sur d'autres, notamment les migrants. Les problèmes de l'Italie aujourd'hui, c'est le problème de chômage, c'est le problème de l'économie qui est en berne. Mais écoutez, et ça, ce n'est pas forcément parce qu'il y a une immigration en hausse. Bon, alors... on va faire le schéma à l'envers. Imaginons que par le jeu d'une tolérance légale, on permette à des Chinois de venir au Togo, s'installer, cultiver les champs et occuper les emplois subalternes, ouvriers, etc. Et que du jour au lendemain, on se retrouve avec 2 millions de Chinois qui travaillent plus facilement, qui acceptent les bas salaires, etc. Vous verrez ce que ça sera. Exactement pareil. Des Togolais se réveilleront et diront non, le Togo aux Togolais, etc. Non, c'est-à-dire, il y a toujours une possibilité de réveiller les bas instincts et d'aller titiller ce qu'il y a de plus grégaire dans la conscience des hommes. C'est ce qui est en train de se passer. Malheureusement, ça a bonne presse. Malheureusement, c'est en train de gagner l'opinion et on se demande comment, mais en période de crise, il y a toujours des boucs émissaires faciles. Et là, le Basané, il a bon dos. En ce moment, c'est un peu ça. Et ce qui est dramatique, c'est que l'Europe se renie. Vous voyez, comment ça s'appelle, le bateau... l'Aquarius. Vous voyez, a perdu son pavillon panaméen. Et aujourd'hui, il est en train d'errer. Et alors que la loi, le droit maritime oblige le premier port à venir au secours parce que c'est l'Aquarius et parce que ce sont des basanés qui sont dessus. Mais il est indésirable. Et l'Europe se renie. Ce sont eux qui ont écrit ces conventions. Et aujourd'hui, ils sont en train de les violer parce que ce qu'il y a dedans, c'est pire qu'un déchet toxique. À la limite, vous voyez, si ça contenait des déchets nucléaires, on pourrait trouver une possibilité d'enfouissement. On pourrait les accueillir. Mais là, c'est des Africains, c'est des Nyakoués, là. Non. Il y a... Vous voyez, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est la réalité du monde, mon cher ami. Alors, le test que prévoit le gouvernement
de Giuseppe Conte prévoit la possibilité de révoquer la naturalisation de tout étranger condamné pour terrorisme. On se rappelle que François Hollande avait proposé quelque chose de pareil qui n'a pas marché en France. Oui. Qui a même, on peut dire... La déchéance de la nationalité en France, oui, ça n'a pas marché. En Italie, ça a plus de chances de passer. Écoutez, je leur souhaite en tout cas bonne chance. Mais ça ne veut rien dire, cette histoire. Je veux dire, la personne qui choisit de s'envoyer ad patres en sautant sur une bombe se fout du passeport qu'il a dans la poche. C'est ça ce que ces gens-là ne comprennent pas. Ce qui amène les gens à se comporter de cette manière-là n'a rien à voir avec la crainte de perdre la nationalité italienne, voyons. Non. Ces gens ont suffisamment de haine d'eux-mêmes pour accepter de mourir pour une cause que seuls comprennent, quelle que soit la nationalité qui est la leur. Ils se renient en tant qu'être humain. Et vous êtes en train de leur demander quelle est la nationalité ? Vous pensez qu'il y a un visa spécial pour les Italiens quand on va à l'au-delà ? Non. Donc, la question, elle est ridicule. Voilà. La poser comme ça et en faire un enjeu politique, c'est ridicule. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On n'a plus d'hommes politiques. On n'a plus que des affamés de pouvoir qui, par tout moyen, voudront complaire à quelques électeurs. Et en ce moment, ça marche parce que l'Italie est en crise, l'Europe est en crise, l'Italie est super endettée, l'Italie est empêtrée dans des schémas macroéconomiques qui le dépassent, qui la dépassent. Et donc, du coup, on trouve des hommes politiques aussi véreux, aussi vils pour sortir ce genre de choses. On n'y peut rien. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous en prie. La pause tout de suite et après, regard croisé.